Donc, est arrivé le temps des conclusions. Je vous ai promis que je ne vais pas prendre beaucoup de temps, comme vous êtes tous sans doute fatigués et il y a des gens qui sont sur le chemin de l'aéroport. Alors, mais néanmoins, je pense qu'au bout de 2 jours de réflexion sur des thèmes assez divers, sur des espaces assez variés, il est arrivé le temps de réfléchir un peu autour de tout cela. Aussi, peut-être pour penser un peu dans un esprit d'autocritique, pourquoi pas. Mais avant tout, je voudrais donc juste revenir à un certain nombre de questions que j'avais donc abordées hier matin. Et donc, la première question que j'avais abordée brièvement, mais sur laquelle j'ai envie de revenir, c'est tout d'abord la question de l'espace. Donc, en quelque sorte, comme je suis responsable pour le cadre de ces journées, comme j'ai donné la définition, il faut quand même que je revienne un peu autour de cette question. Pourquoi l'océan Indien? Pourquoi l'océan Indien en tant qu'espace? Alors, bien sûr, une des raisons pour prendre l'océan Indien en tant qu'espace, c'est qu'on sait qu'en réalité, en allant vers le passé, l'espace national est manifestement pas l'espace qu'il faut prendre pour étudier les choses. Ça n'a pas beaucoup de sens, et surtout si on conjugue ça avec la question du commerce, il devient d'autant plus évident qu'il faut prendre un espace plus compliqué que ce que serait un espace national. Alors, il s'avère que dans le cas de l'océan Indien, il y a aussi une raison plus particulière, c'est-à-dire que dans le XXe siècle, il y a des gens qui ont abordé l'océan Indien en tant qu'espace à partir, disons, du modèle méditerranéen. On peut l'entrevoir déjà peut-être un peu dans les travaux des gens comme Auguste Toussaint, écrivant il y a fort longtemps, dans la première moitié du XXe siècle, mais c'est certainement le cas des livres qu'on a écrits, disons, à partir des années 70 et 80, où souvent on a réfléchi sur cette question, océan Indien, méditerranéen, au monde méditerranéen, est-ce qu'on peut comparer les deux? Quelles sont les limites de la comparaison, etc. Il s'avère que récemment, j'ai eu l'occasion de participer à un colloque qui a donc donné un livre dirigé par un de nos collègues, Peter Miller, à New York. C'est un livre qui s'appelle tout simplement The Sea, la mer, et qui prend pour objet très généralement l'histoire maritime, ou ce qu'il appelle la thalassographie. Et alors, dans ce livre, on a eu l'occasion de réfléchir sur différents espaces océaniques, océan Indien, mer de Chine, il y a des mers plus ou moins grandes, Atlantique bien sûr, et on s'est rendu compte qu'en effet, il serait une erreur d'imaginer que le modèle de la Méditerranée peut être en réalité transporté. En fait, il y a, comme il s'avère, même dans un livre de Fernand Braudel, si je ne me trompe pas, comme exergue quelque part, il cite José da Costa, écrivant sur l'Amérique, où Acosta dit on a cherché partout dans les Amériques, mais nulle part on a trouvé une autre Méditerranée. Et ça, c'est en fait, ça peut être pris comme une espèce de remarque ironique, parce qu'il faut dire, en quelque sorte, il ne faut pas chercher de Méditerranée ailleurs. Il n'en a pas. Donc, en effet, si on prend trop littéralement, comme ça a été fait par un certain nombre de nos collègues, cette idée de calquer sur l'océan Indien le modèle méditerranéen, ça serait en fait, à mon avis, erroné. Pourquoi? Pour différentes raisons. Tout d'abord parce que, c'est une raison très simple, l'océan Indien n'a jamais été, et pour raison, l'espace d'un empire. C'était impossible de concevoir un empire à l'échelle de l'océan Indien, tandis qu'en quelque sorte, il y avait cette possibilité pour la Méditerranée avec les Romains, et d'ailleurs, on a entendu de Giancarlo Casale hier que les Ottomans eux aussi ont au moins songé, en pensant aux Romains, que cette mer pouvait devenir leur mare nostrum, leur espace d'empire. Donc ça, premièrement. Deuxièmement, l'océan Indien est beaucoup trop divers.
beaucoup trop compliqué. Donc, la possibilité de ramener tout cela pour faire un modèle avec, déjà assez compliqué pour la Méditerranée, on le sait, parce que faire rentrer toutes les mers intérieures de la Méditerranée dans un modèle, en fait, il fallait un tour de force, d'ailleurs un tour de force souvent littéraire, comme Rodel l'a fait dans ses 2 volumes, pour faire ça. Et il s'avère que si on regarde les livres qu'on a écrits sur l'océan Indien, ceux qui ont voulu démontrer que c'était un espace unifié, un espace homogène en quelque sorte, ont échoué. Donc, tout d'abord, pour moi, prendre l'océan Indien comme un point de départ, c'est certainement pas pour essayer de démontrer qu'il y a donc une espèce d'unité de l'océan Indien, ou qu'il y a donc l'océan Indien devrait en quelque sorte triompher sur toute autre catégorie d'analyse ou de pensée. En fait, je pense qu'il serait intéressant à la fois de prendre l'océan Indien et des espaces maritimes à l'intérieur de l'océan Indien. Donc, c'est pour cela, par exemple, que je trouve à la fois intéressant de prendre l'océan Indien et, par exemple, le golfe de Bengale, comme Sunil Amrit a fait, ou comme on peut très bien faire, par exemple, pour la mer Rouge ou pour le golfe Persique, tout en étant conscient que ces espaces, eux aussi, ont leur intégrité et peuvent fonctionner très bien pour certains types d'exercices. Il est également vrai, et on m'a fait remarquer ça, que même dans les deux journées, on a probablement négligé certains espaces et trop privilégié d'autres. Il est vrai que, par exemple, qu'on aurait pu faire beaucoup plus sur le sud-ouest de l'océan Indien, notamment sur l'Afrique orientale, certainement aussi par rapport à Madagascar, certainement aussi si on était dans le sillage vraiment d'Auguste Toussaint, qui lui avait passé du temps essentiellement en île Maurice et à La Réunion, on aurait fait une histoire de l'océan Indien à partir des Mascarenes, et ça aurait été un autre océan Indien par rapport à celui qu'on a discuté depuis hier matin. Donc, c'est certainement une question d'équilibre, et c'est dû au fait qu'on avait un nombre limité d'intervenants et de possibilités. Il est également vrai que même en regardant les croyances ou les systèmes de croyances qu'on a abordés, et on a privilégié finalement, et je me rends compte évidemment de ça, l'islam. Là, à la limite, je ne suis pas sûr que c'était une erreur, parce que je trouve qu'en fin de compte, pour comprendre les circuits, surtout à longue distance dans l'océan Indien, entre le 15e et le 18e, l'islam, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre comme fait central. Et d'ailleurs, on n'a pas entièrement négligé, par exemple, la question des chrétiens. On a quand même eu quelques moments quand on a touché à ça, et un certain nombre d'hindous. Et s'il y a quelque chose que je regrette, et là encore, je prends ça sur moi, parce que simplement, je n'ai pas trouvé la personne appropriée. Peut-être on aurait pu avoir quelqu'un pour parler de quelque chose que moi je trouve un sujet négligé et assez intéressant, qui est le rôle toujours présent du bouddhisme dans l'océan Indien. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de personnes dans l'époque récente qui ont étudié ça, par exemple par rapport au réseau liant le Sri Lanka avec, par exemple, le golfe de Bengale, avec la Birmanie, avec la Thaïlande. Je pense en particulier à des travaux récents de l'historienne de Cornell, Anne Blackburn, qui vient d'écrire un livre justement sur ça, ou avant quelqu'un comme Tilman Frash qui a aussi réfléchi un peu sur, par exemple, les circulations à la fois au niveau du commerce et au niveau, par exemple, des reliques dans le monde bouddhiste qui continuent toujours. Et d'ailleurs, même les gens qui s'intéressent au portugais savent très bien qu'une des choses que les Portugais ont fait quand ils ont pris le Sri Lanka, ou ils ont pris un peu de pouvoir au Sri Lanka, c'est qu'ils sont allés chercher ce qu'on appelait le don du Bouddha, et ils l'ont écrasé, ils l'ont détruit, parce qu'ils ont trouvé que c'était quelque chose qu'il fallait faire pour affirmer le catholicisme, c'est-à-dire de détruire les reliques de l'autre, là où on revient un peu aux remarques de tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a fait finalement avec les deux autres termes dans notre titre? Donc là, je parle un peu de l'océan Indien. Il y avait aussi commerce et croyance. Il y avait différentes façons de conjuguer ça. On aurait pu partir de commerce vers la croyance. Et ça, c'était un peu, je crois, l'effort de Paul Wamser ce matin, c'est-à-dire la question étant,
est-ce qu'on peut expliquer les croyances à partir du commerce? Est-ce qu'on peut, par exemple, dire que c'est à cause d'un certain système d'échange ou de circulation commerciale qu'on arrive à expliquer pourquoi il y a la circulation de certains types de croyances ou la transformation des croyances? On sait que ça a été, par exemple, le modèle dominant pour expliquer l'islam dans un certain nombre de régions. Et d'ailleurs, souvent, on a aussi voulu contraster deux sortes d'islam. L'islam venu par, soi-disant, l'épée et l'islam venu par le commerce. On a voulu, par exemple, contraster l'islam en Asie du Sud avec l'islam en Asie du Sud-Est. Et la question a également été posée, par exemple, dans le cadre du bouddhisme, c'est-à-dire, on sait que il y a la question de bouddhisme, par exemple, qui arrive dans certaines parties du monde, encore une fois, en Asie du Sud-Est, par exemple, à partir de l'Inde, par les voies de commerce. Donc ça, c'est une façon de voir les choses, le commerce, donc, comme moyen pour expliquer les croyances. Mais il y a aussi, bien sûr, une autre façon de faire, c'était de renverser les causalités, d'aller des croyances vers le commerce. Et là, c'est un peu l'exercice auquel Claude Markowitz s'est livré tout à l'heure, mais c'était une réflexion sur laquelle on est revenu maintes fois dans ces 2 journées, c'est-à-dire à partir des croyances, est-ce qu'on peut par exemple différencier différents groupes en disant voilà pourquoi un tel ou tel groupe, telle ou telle communauté est plus apte à être efficace dans le commerce parce qu'ils ont des croyances ou des institutions venant des croyances, etc. Et il me semble que finalement, pour faire cet exercice, effectivement, on ne peut pas passer directement de croyances au commerce. Il faut toujours trianguler. Et il y a différentes façons de trianguler. Et je pense qu'on peut aussi dire un peu la même chose dans l'autre sens. Donc, si on veut passer de croyances au commerce, souvent, il faut passer par des institutions, donc des croyances qui sont soutenues par des institutions, et donc, à cause de ça, ont un effet sur le commerce. Et bien sûr, la façon la plus évidente de faire, ça serait de passer par l'aspect intermédiaire étant le pouvoir de l'État. Donc, croyance, pouvoir d'État, effet sur le commerce, ça serait une façon de faire. Mais on peut aussi, par exemple, penser à d'autres institutions. Je viens tout à l'heure d'évoquer les monastères. Et on sait, par exemple, que les monastères, dans le cadre bouddhiste, ont parfois financé les voyages et ont été très, très importants. Un de mes collègues américains, Greg Chopin, une fois a scandalisé tous les néo-bouddhistes de Hollywood avec une conférence qui s'appelait Buddha, the world's first businessman, dans laquelle il expliquait que le bouddhisme était essentiellement une religion pas du tout de ce qu'on pensait aujourd'hui à Hollywood, mais plutôt une religion de commerce. Et donc, en fait, on pouvait expliquer beaucoup du succès du bouddhisme à partir de ces liens forts avec le commerce. Mais en réalité, pour comprendre ça, il faut passer encore par les institutions comme les monastères, comme parfois le pouvoir de l'État aussi. Et c'est la même chose si on pense dans l'autre sens, c'est-à-dire pour passer du commerce vers les croyances, finalement, il y a la question d'un passage institutionnel. Par exemple, commerce, croyance, ça peut passer par des questions de patronage, comme ça nous a été expliqué hier matin dans le cadre de l'Arabie. Et il y a aussi beaucoup d'autres cas où finalement ce qu'on voit, c'est la conversion, par exemple, qui se fait parce qu'il y a quelqu'un qui est très haut placé dans une hiérarchie commerciale qui se convertit, et donc il y a toute une série d'effets de cascade qui vont suivre, justement parce qu'il y a une espèce de cadre institutionnel dans lequel il y a passage entre commerce, changement au niveau d'une hiérarchie, et par la suite changement dans les croyances. Et finalement, bien sûr, il y a la grande question qui a été soulevée, mais en passant par George Floridge dans sa communication de ce matin, c'est-à-dire, et si tout cela, cette histoire des croyances, n'était qu'une illusion? Si, par exemple, c'était que des stratégies, finalement, ces croyances, utilisées par les uns et les autres, juste pour dissimuler, pour faire en sorte qu'on pouvait se différencier des autres, mais qu'en réalité, il y avait
si, par exemple, il y avait un rationalisme universel qui se cachait derrière tout cela, soit un rationalisme machiavélique, soit un autre type de rationalisme. Mon ami et collègue Niall Green, dans un livre qu'il a publié il n'y a pas si longtemps que ça, est allé un peu vers ce genre d'approche. Par exemple, il a parlé des gens qui étaient... il avait presque un modèle de ce qu'il appelait le modèle de l'économie religieuse, où il présentait différentes sortes de religions comme des objets qui étaient offerts dans un espèce de supermarché religieux. Je pense qu'il a trop vécu aux États-Unis. Mais en tout cas, comme s'il y avait donc un espèce de concours entre ces différents produits qui étaient offerts, mais il y avait donc un cadre, un hyper-cadre rationaliste derrière tout cela. Est-ce si improbable? Je me demande. Je vous laisse donc avec une petite anecdote qui est bien connue, mais qui est assez curieuse et très parlant. En Indonésie orientale, on sait qu'il y a eu des changements très importants dans la production des épices, etc., au cours du XVIe siècle, parce qu'avec l'arrivée des Portugais, et pour d'autres raisons encore, la distribution de la production des épices, le clou de girofle, le noix moscade, etc., ont changé. Et donc, du coup, des endroits qui étaient moins importants au début du XVIe siècle sont devenus beaucoup plus importants à la fin du XVIe siècle. Et un de ces endroits qui était devenu important, c'est un endroit qui s'appelle donc Makassar, dans les Célèbes, hein, dans les îles de Sulawesi. Et là, il y a une histoire qui nous est racontée, mais qui nous est racontée maintes fois par des sources très différentes. Et c'est quoi? C'est qu'il y avait donc un roi qui régnait sur le royaume de Goa et de Talo. Et alors ce roi a été contacté à la fois par les Portugais et par des marchands musulmans venant peut-être de Aceh, donc centre musulman de l'Indonésie occidentale. Et donc le roi a proposé à ces gens qu'il mettait plus ou moins cette situation en concours. Il a dit qu'il, selon l'arrivée des gens, c'est-à-dire il y avait donc une espèce de course pour la conversion de ce roi. Si les musulmans arrivaient avant, il allait devenir musulman. Si les chrétiens arrivaient avant, il allait devenir chrétien. Alors là, vous voyez qu'on a l'impression qu'il est un peu dans cette espèce de supermarché de Niall Green, et il va choisir un peu en fonction de l'offre et de demande. Et on sait que finalement les musulmans sont arrivés avant, il est devenu musulman, ce qui a valu beaucoup de problèmes avec les Néerlandais au cours du XVIIe siècle. Mais voilà, donc ce n'est pas si improbable que ça, ce n'est pas forcément des impositions que nous faisons, mais néanmoins je pense qu'il ne faut pas trop exagérer ou trop aller dans ce sens-là. Je pense qu'il faut garder quand même l'importance de ces idées des croyances comme cadre, comme fait culturel, peut-être pas forcément comme religion, parce que parfois ces croyances existent au-delà des religions. Parfois, il y a des différences de croyances à l'intérieur de quelque chose qu'on appelle une religion. C'est une question qui a aussi été posée ce matin, par exemple. Est-ce qu'il y a un islam ou plusieurs islams? Est-ce qu'il y a, manifestement, il y a plusieurs christianismes en océan Indien? Donc là encore, je voudrais défendre le choix des mots, donc pour vous dire que c'était, j'espère avec raison, que j'ai préféré croyance à religion dans le titre, aussi pour des raisons que j'ai évoquées hier matin. En tout cas, ce que je retiens donc, c'est que on a encore beaucoup de travail à faire, mais heureusement, il y a aussi, comme derrière chaque historien, il se cache quand même, en fin de compte, un positiviste. Il faut dire qu'on est aussi consolé par le fait qu'on a aujourd'hui des données, par exemple, des archives, des matériaux que Max Weber certainement n'avait pas sous la main, et que même les gens écrivant dans les années 60 ou 70 n'avaient pas sous la main. Et ces données, ces richesses empiriques devraient aussi changer notre façon de voir les choses. Je ne parle pas d'une espèce de progrès linéaire, mais néanmoins, là, on voit qu'on est très très loin d'avoir dit le dernier mot sur ces questions de l'histoire de l'océan Indien. Et même si on regarde, par exemple, là où on était, et le moment que j'ai évoqué au début de ce petit colloque, en fin des années 80, quand Marchand et homme d'affaires asiatique a été
publiés, je pense qu'il y a eu des changements assez intéressants, assez appréciables dans le paysage et plutôt, j'espère, pour le bien. Merci.